Pendant qu'on parle de politique, et si on s'occupait d'économie? Et la chose la plus importante, ce qui donne à manger aux gens, ce qui permet aux autres de construire des infrastructures. Le discours sur l'Afrique qui serait riche, on l'entend depuis tellement d'années. Mais lorsqu'on regarde la condition de vie des populations, lorsque l'on vit au quotidien la misère, la pauvreté des subsahariens, on se demande où est cette richesse dont on parle. On finit même par ne plus y croire. Et pourtant, elle est là, bien concrète. C'est la manière dont elle est exploitée qui explique ce décalage, cette condition difficile des gens. Et c'est pour attirer l'attention des Africains et du monde entier sur cette question, notamment des minerais, du sous-sol, que nous nous sommes lancés il y a 1 an et demi, sans grande prétention, dans la mission de montrer la réalité, celle qui nous est accessible. Et ce que nous découvrons chaque jour nous conforte dans l'idée qu'il est urgent que les Africains, notamment les subsahariens, prennent conscience de l'immense cadeau que la nature leur a offert et que les plus jeunes s'emploient autant qu'ils le peuvent à mettre fin au pillage dont ils sont l'objet. Leurs parents ne savaient pas, ils ignoraient l'importance de ces minerais. Cela ne signifiait pas grand-chose pour eux. Eux, plus instruits, plus ouverts sur le monde, le savent. Ils ne sauraient laisser se perpétuer cette incongruité. Nous avons vu dans les épisodes précédents, dans l'est de la RDC, à quel point le Congo était pillé. Son cobalt, son coltan, son cuivre, son or volé, avec ses populations esclavagisées par des Chinois et autres prédateurs, avec la complicité de certains de ses cadres locaux, de ses politiques, de son élite, mais également par son voisin rwandais. Nous avons ensuite été dans la zone de bauxite de la Guinée où nous avons assisté au même phénomène, avec les mêmes pilleurs à ciel ouvert. Mais avec une volonté affichée de nouvelles autorités militaires d'y mettre un terme. Dans cet épisode, la deuxième partie de notre série Les mines de Guinée, nous nous rendons dans l'une des parties les plus prometteuses, en Guinée forestière, dans le sud-est du pays. Alors maintenant commence le voyage. Je vous demande de nous suivre. Voyage périlleux où quand même on a un tout petit peu peur, on a un peu une boule dans le ventre, parce que ce ne sont pas des enfants de cœur de l'autre côté. Nous voici à Simandou, la chaîne montagneuse de Simandou qui s'étend sur 110 km de long du nord au sud. Elle se situe au sud de la région de Kankan et au nord de la région de Nzérékoré. Regardez cette immense chaîne montagneuse, regardez combien elle est majestueuse. Vous me direz en la regardant qu'il en existe tant d'autres dans plusieurs régions de notre immense et beau continent africain. Justement, c'est comme ça que les Guinéens la regardaient jusqu'à une certaine époque. Un beau paysage. Mais ce n'est pas juste ce paysage que je vous demande d'observer, vous vous en doutez. C'est ce dont regorge cet endroit. Nous sommes au Mont Simandou et figurez-vous que nous sommes dans le meilleur gisement de minerais du monde. La plus grande réserve inexploitée de minerais de fer de haute qualité du monde, avec plus d'1,8 milliard de tonnes de réserves, d'une teneur en fer supérieure à 65,5%. Autant dire qu'une partie de l'avenir du monde se joue ici lorsque l'on connaît l'importance du fer dans notre planète en développement. Puisqu'il sert dans la fabrication de l'acier, parfait pour construire les machines à laver, les voitures, les ponts, les gratte-ciel et bien plus encore. C'est certainement le ou l'un des minerais le plus utilisé au quotidien dans le monde. Toute la planète en a besoin. Et nous sommes dans le pays qui a l'un des plus grands gisements au monde. Il faut que ça profite aux Guinéens. Il faut que ceux qui sont ici ne regardent plus ça simplement comme une pierre. Le plus grand gisement au monde. Et c'est dans cette Guinée présentée comme si pauvre, si misérable, que se trouve l'essentiel de cette richesse. Ce seul pic de fond où nous nous trouvons, qui culmine à 1658 mètres, dans la partie méridionale de la chaîne, regorge de 3 milliards de tonnes de réserves. Nous vous convions aujourd'hui dans la grande mine de Simandou. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Et regardez, il suffit d'aller
sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Et il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Mais les Guinéens ne peuvent malheureusement pas en profiter depuis 65 ans parce que des petits malins qui ont décelé l'immense filon, les spoliés, les ont confisqués. Comment? Jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles, sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire, je vous donne des infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura, ne sait à ce moment précis ce qui restera de là. C'est en cela que c'est intéressant, urgent et vital de se pencher sur les contrats et de garder la pression sur les dirigeants pour qu'ils les révisitent. L'histoire de la mine de Simandou illustre jusqu'à la caricature l'incurie de certains de nos dirigeants et la spoliation, le pillage dont l'Afrique est encore victime. Et elle mérite d'être connue des plus jeunes pour corriger le tir. Tout commence sous le premier président Ahmed Sékou Touré. Le grand nationaliste, jaloux des intérêts de son pays, va être informé de l'existence de ce minerai de fer. Mais on ne lui dit pas son importance. À cette période, nous sommes dans les années 1970, le tribun ne dispose pas des ressources humaines pour engager de façon scientifique la recherche pour connaître l'importance du gisement. Il crée néanmoins l'AMIFER Guinimba, dont la mission était d'assurer les études d'évaluation quantitative et qualitative des ressources du Simandou et du Nimba, de préparer les modalités de construction et d'exploitation de ces ressources. La société japonaise Nipponko est chargée de mener les études. Malheureusement, l'incapacité à mobiliser les milliards de dollars requis pour financer les investissements indispensables à l'exploitation des gisements, doublée de la corruption de certains dirigeants, va plomber le projet. Pire, la société japonaise va vendre l'étude à la compagnie brésilienne Vale, qui deviendra le numéro 1 mondial dans le fer. Avec l'arrivée aux affaires de Lansana Conté, après la mort de Sékou Touré, les choses vont aller s'empirant. En 1997, sur les conseils de son ministre Fasciné Fofana, le président Lansana Conté décide d'octroyer à Rio Tinto un permis d'exploration sur la totalité de la chaîne du mont Simandou qui est composée de 4 blocs. On lui octroie la totalité, figurez-vous, pour 35 ans à partir de l'exploitation. Il n'a rien à payer pour cette attribution. Dans ce contrat, il fallait attendre 35 ans pour que les infrastructures ferroviaires et portuaires reviennent à la République de Guinée. Et déjà par expérience, 35 ans, les rails deviennent une pourriture pour des projets qui doivent être exécutés à valeur de 9 milliards en matière de dollars d'aujourd'hui. Et 35 ans après, avec l'inflation, vous estimez ça à des dizaines de multiples milliards de dollars. La Guinée ne sera techniquement pas capable de reprendre et de refaire ces infrastructures ferroviaires. Rio Tinto, qui a là le jackpot, s'engage en revanche à développer la mine et d'exporter du fer guinéen dans les 5 ans qui vont suivre. Si elle ne respecte pas son engagement dans les délais, elle doit rétrocéder les mines. Pourtant, Rio Tinto ne va même pas passer un coup de pelleteuse. Rien n'est fait. En réalité, il a signé pour que cela lui permette de lever des fonds sur le marché international. Lorsqu'au bout de 5 ans, date de la première rétrocession, imposée par le code minier guinéen, on lui demande de quitter les lieux, il arrose quelques dignitaires et conserve les blocs. À partir de là, on entre dans un énorme flou. Plus rien n'est fait dans la légalité. Rio Tinto joue de ses relations pour faire traîner le projet. Il a de bonnes relations avec le président Lansana Conté. Tout se fait en violation totale de toutes les règles et procédures pour l'obtention d'une concession, comme la présentation d'une étude de faisabilité, l'acceptation de l'étude par le ministère, la négociation avec un comité interministériel, le vote en conseil des ministres, la signature même d'un décret présidentiel et l'approbation du dit décret par l'Assemblée nationale. En gros, on est dans l'illégalité totale. Mais sous Lansana Conté, Rio Tinto, dans cette période-là, n'a rien à craindre. Et puisque Rio Tinto sait que personne ne va le contrarier, il se presse très lentement pour faire de la recherche. De toute façon, le décompte des 35 ans ne démarrera que lorsqu'il aura commencé à vendre du fer sur le marché international. En attendant, l'énorme réserve sert surtout à ce mastodonte à se valoriser en bourse. De 2002 à 2007, il prétexte de la nécessité de faire plus de recherches géologiques pour découvrir assez de minerais, pour justifier économiquement le développement de la mine, mais surtout de l'infrastructure ferroviaire et portuaire. Il prétend